Mes parents m'ont renié lors du dîner de veille de mariage de ma sœur, l'annonçant devant toutes nos connaissances. Ils m'ont reproché d'avoir gâché la vie de ma sœur dans un accident de voiture alors que je n'étais coupable de rien. Elle a détruit l'avenir de Jeanne, a déclaré maman à la foule. Elle est morte pour nous. Je suis restée silencieuse, puis j'ai posé une seule question qui a fait que tout le monde s'est tourné vers elle. Le dîner se tenait au domaine de Montclair, un de ces lieux avec d'immenses baies vitrées donnant sur le lac d'Annecy, un décor presque trop parfait pour être réel. Des lustres en cristal pendaient des poutres en bois apparentes et des roses blanches couvraient chaque surface disponible. Ma sœur Jeanne s'était surpassée, ce qui n'a surpris personne la connaissant. Elle avait toujours été méticuleuse sur les apparences. Je suis arrivé exactement à l'heure, portant la robe bleu marine que Jeanne avait validée 3 semaines plus tôt. Le parking était déjà plein et je pouvais voir les invités socialiser à travers les vitres alors que je marchais vers l'entrée. J'avais l'estomac noué comme si j'avais avalé du verre pilé, mais j'ai gardé un visage neutre. J'étais devenue experte en la matière au fil des ans. Le processus d'approbation de la robe avait été typique de chaque interaction avec Jeanne depuis l'accident. Elle m'avait envoyé un SMS avec 3 options, toutes dans des couleurs ternes pour ne pas attirer l'attention, bleu marine, gris anthracite ou taupe. Rien de vif, rien qui puisse détourner l'attention d'elle ou du cortège nuptial. J'avais choisi le bleu marine car c'était le moins déprimant, et elle avait répondu par un simple emoji pouce levé. Pas de mots, juste la confirmation que j'avais fait un choix acceptable. J'avais dépensé 350 € pour cette robe, plus que je n'avais jamais dépensé pour un vêtement. Elle avait été ajustée sur mesure dans une boutique du centre de Lyon par une couturière qui m'avait interrogé sur l'occasion. Quand je lui ai dit que c'était pour le mariage de ma sœur, elle a souri en disant que cela devait être excitant. J'avais souri en retour sans rien dire sur l'angoisse qui grandissait en moi depuis l'arrivée du faire-part. L'invitation elle-même avait été une surprise. Je pensais ne pas être invité du tout. Jeanne et moi ne nous étions pas parlé directement depuis près de 2 ans. Notre dernière conversation avait eu lieu lors de l'anniversaire de papa, où elle m'avait demandé de passer le sel et j'avais obéi. C'était tout. Passe le sel. 20 secondes d'interaction qui comptaient comme de la communication dans notre famille. Mais l'invitation était arrivée adressée uniquement à moi, mademoiselle Élise Leroux. Pas de E+1, pas d'invité, juste mon nom en calligraphie élégante sur un papier cartonné couleur crème qui coûtait probablement plus cher à l'unité que mes courses de la semaine. L'accident s'est produit quand j'avais 17 ans. Jeanne en avait 19, rentrée de l'université pour l'été. Nous étions allés à une fête chez Amélie Martin, une de ces soirées de fin d'été qui semblaient importantes à l'époque. Jeanne avait bu. Elle m'a tendu les clés de sa voiture vers minuit, riant en s'effondrant sur le siège passager. J'étais sobre. Je n'avais pas touché une goutte d'alcool ce soir-là. Le carrefour était sombre. Le feu était vert pour nous, mais le camion a brûlé son feu rouge à près de 100 km/h. L'impact a été dévastateur. Le fémur de Jeanne a écrasé son bassin et lui a laissé des lésions nerveuses permanentes à la jambe gauche. Le médecin a dit qu'elle marcherait à nouveau, mais que la danse, c'était fini. Sa bourse pour l'Opéra de Paris a disparu en même temps que son avenir de ballerine. Personne n'a demandé de quelle couleur était le feu. Personne n'a demandé si j'étais sobre. Maman a trouvé le bracelet d'hôpital de Jeanne avec le rapport d'alcoolémie et a décidé que c'était la seule vérité qui comptait. Le fait que je conduisais me rendait responsable de tout ce qui a suivi. Le taux d'alcoolémie de Jeanne était de 0,8 g par litre. L'hôpital l'avait testé dans le cadre du protocole standard de traumatologie. Quand maman a vu ce chiffre sur les papiers de sortie jours plus tard, quelque chose a changé sur son visage. Elle m'a regardé à travers la chambre d'hôpital de Jeanne où je veillais, et j'ai vu le moment exact où elle a décidé à qui incombait la faute. « Tu l'as laissé boire », a dit maman. Sa voix était basse et venimeuse. « Tu étais censé être responsable. » Elle a 19 ans. Elle n'aurait pas dû boire du tout. J'étais responsable, ai-je protesté. Je n'ai rien bu. Je la ramenais en sécurité. L'autre conducteur. Ne t'avise pas de blâmer quelqu'un d'autre, a coupé maman. Tu étais au volant. Tu contrôlais cette voiture. Jeanne t'a fait confiance et regarde ce qui est arrivé. Papa avait essayé d'intervenir. Chérie, le rapport de police dit. Je me fiche de ce que dit ce rapport de police, l'a coupé maman. La vie de ma fille est finie. Sa bourse est perdue. Ses rêves sont détruits. Et c'est arrivé pendant qu'Élise conduisait. La logique était folle.
Mais le chagrin ne fonctionne pas avec la logique. Maman avait besoin de quelqu'un à blâmer, quelqu'un qu'elle pouvait contrôler et punir. Le chauffard ivre était un étranger déjà pris en charge par le système judiciaire. Son assurance payait les frais médicaux. Maman ne pouvait rien lui faire qui satisferait la rage et la douleur qu'elle ressentait en voyant Jeanne souffrir. Mais j'étais là, 17 ans, effrayé, désespéré d'avoir son approbation et son pardon. Une cible facile. Les mois suivants furent un flou de visites à l'hôpital, de séances de kinésithérapie et de silence écrasant. L'opération de Jeanne avait réussi à stabiliser son bassin, mais les lésions nerveuses de sa jambe étaient permanentes. Elle remarcherait. Les médecins étaient clairs là-dessus, mais le contrôle musculaire précis requis pour le ballet professionnel avait disparu. La lettre de l'opéra annulant son admission est arrivée 3 semaines après l'accident. J'ai regardé Jeanne lire cette lettre. Nous étions dans sa chambre d'hôpital et je l'aidais avec les exercices que le kiné avait prescrits. Elle a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes, a lu le contenu, puis a fixé le mur pendant 20 minutes sans parler. Jeanne, ai-je finalement risqué, je suis tellement. Sors, a-t-elle dit doucement. S'il te plaît, laisse-moi. Sors, a-t-elle hurlé cette fois assez fort pour que les infirmières accourent. Je ne veux pas te voir ici. Je ne veux pas te voir. C'est ta faute. Tout est ta faute. On lui avait parlé du conducteur ivre. Elle connaissait le rapport de police, son arrestation et les charges retenues. Les médecins lui avaient tout expliqué en détail, mais connaître les faits et les accepter étaient apparemment 2 choses différentes. J'ai quitté sa chambre en larmes, croisant maman dans le couloir. Elle m'a regardé avec des yeux froids et a dit, « Tu l'as entendu. Arrête de venir à l'hôpital. Tu as fait assez de dégâts. » Les années après l'accident ont été une leçon magistrale d'isolement. J'avais été accepté à l'université de Lyon avec une bourse au mérite, mais maman m'a convaincu de reporter mon entrée pour aider au rétablissement de Jeanne. 1 an est devenu 2, puis 3. Au moment où je me suis enfin inscrite, la plupart de mes amis du lycée étaient partis. Jeanne ne me parlait jamais sauf si elle y était forcée. Elle regardait à travers moi lors des dîners de famille, le visage vide comme si j'étais un meuble. Le report semblait raisonnable à l'époque. Jeanne avait besoin d'aide pour les tâches basiques pendant sa convalescence, quelqu'un pour la conduire chez le kiné, l'aider dans les escaliers, préparer les repas quand maman était au travail. C'est le moins que tu puisses faire, disait maman. Et j'avais accepté parce que la culpabilité me rongeait. Peu importe que je n'étais coupable de rien d'autre que d'être au mauvais endroit au mauvais moment. J'ai pris un travail dans un café local pour rester occupé et contribuer aux dépenses du ménage. La bourse pour l'université était reportée, mais pas garantie après une année sabbatique. Le service des bourses m'a envoyé une lettre indiquant que je devrais refaire une demande et que le financement ne pouvait être promis pour les années futures. Je les ai appelés, paniqués. Une conseillère sympathique nommée Patricia m'a expliqué que les bourses étaient attribuées sur la base d'une inscription immédiate. Comme j'avais reporté, j'avais perdu ma place dans la cohorte de cette année-là. Je pouvais postuler à nouveau après avoir validé des crédits ailleurs, ou m'inscrire comme prévu et perdre la bourse si je changeais encore d'avis. Que dois-je faire, lui ai-je demandé, la voix brisée. Cela dépend de la raison de votre report, a-t-elle dit doucement. Si c'est une urgence familiale, nous pourrions faire une exception avec les documents appropriés. Mais comment expliquer que ma famille avait besoin que je sacrifie mon avenir parce qu'ils avaient décidé que l'accident était de ma faute? Comment lui dire que ma mère avait été claire sur le fait que je devais ce temps à Jeanne, ce sacrifice, cette pénitence pour un crime que je n'avais pas commis? J'ai fini par suivre des cours par correspondance tout en aidant Jeanne, étudiant la nuit après qu'elle se soit couchée. C'étaient des cours de base, gestion, psycho, anglais, qui pouvaient être transférés vers presque n'importe quel programme et garder mon esprit vif. Je me disais que j'étais pragmatique, validant des crédits tout en étant une bonne sœur. La vérité était que j'étais piégé. Maman avait été claire, partir signifierait un exil permanent. Si tu abandonnes ta sœur maintenant, avait-elle dit, ne prends pas la peine de revenir. La rééducation de Jeanne était brutale et déprimante. Je la conduisais 3 fois par semaine à une clinique à 40 minutes de là. Elle disparaissait dans les salles de soins pour des séances de 90 minutes, émergeant en sueur et épuisée, parfois en larmes à cause de la douleur. Les kinés étaient gentils mais fermes, la poussant à retrouver la mobilité de sa jambe endommagée. J'attendais à la réception en faisant mes devoirs ou en lisant. Parfois, d'autres membres de la famille de patients essayaient de lier conversation.
J'étais devenue experte pour dévier les questions personnelles avec des réponses vagues qui ne révélaient rien de la situation à la maison. Lors d'une de ces séances, environ 8 mois après l'accident, une autre maman s'est assise près de moi. Sa fille se remettait d'un accident de ski. Nous avons échangé des banalités sur les délais de récupération et les cauchemars administratifs. Puis elle a demandé ce qui était arrivé à ma sœur. Accident de voiture, ai-je dit brièvement. Vous étiez dedans aussi, a-t-elle demandé, remarquant la cicatrice décolorée sur mon poignet où j'avais été opéré pour une fracture. Oui. Cela a dû être terrifiant pour vous deux. J'ai hoché la tête, la gorge serrée, incapable d'expliquer que Jeanne ne me parlait plus. Qu'être dans l'accident ensemble avait créé une distance infranchissable entre nous au lieu d'un traumatisme partagé. Le rétablissement de Jeanne a progressé lentement. Après 6 mois, elle pouvait marcher sans béquille, bien que sa démarche soit inégale. Après 1 an, elle pouvait monter les escaliers sans aide. Après 18 mois, elle s'est inscrite à la fac locale, la même où je prenais quelques cours, bien que nous ayons soigneusement planifié nos emplois du temps pour nous éviter. Elle a choisi le marketing. C'était pratique, ça n'avait rien à voir avec la danse. Je l'ai trouvée une fois sur un parking, assise dans sa voiture à pleurer en regardant une vidéo d'elle dansant Casse-Noisette 3 ans plus tôt. Je m'étais approché prudemment pour la réconforter, mais elle m'avait vu et avait démarré sans un mot. Au moment où je me suis enfin inscrite à l'université à Lyon, 3 ans en retard et sans ma bourse, Jeanne avait transféré son dossier vers une école de commerce dans le sud. Elle a emménagé dans un appartement près du campus et a cessé de rentrer à la maison sauf pour les grandes fêtes. J'étais soulagé. Vivre dans la même maison avec quelqu'un qui vous traite comme un fantôme était épuisant. L'université était solitaire pour moi. La plupart des étudiants de mon âge étaient en fin de licence ou en master. Quand je suis arrivé en première année, la bourse que j'avais perdue aurait couvert les frais de scolarité et le logement. Au lieu de ça, j'ai payé ma propre voie avec des prêts étudiants et un travail à temps partiel à la bibliothèque universitaire. Je vivais hors campus dans un studio délabré et survivais grâce aux pâtes et aux promotions. J'ai étudié la finance parce que c'était pratique et que le marché du travail était stable. Mes notes étaient excellentes, une moyenne de 18/20 que je maintenais par pure détermination et de longues nuits blanches. J'avais des connaissances mais peu de vrais amis. Les gens m'invitaient à des soirées et je trouvais des excuses. La vérité est que je ne faisais plus confiance aux gens. L'accident m'avait appris que même la famille pouvait se retourner contre vous quand les choses devenaient difficiles. Si maman et Jeanne pouvaient décider que j'étais coupable malgré toutes les preuves du contraire, que feraient des étrangers? J'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'ai immédiatement reçu une offre d'emploi d'un cabinet financier à Lyon. Le salaire de départ était modeste mais vivable. J'ai loué un T2 dans un quartier correct et acheté des meubles chez IKEA. Pour la première fois depuis des années, j'avais un espace entièrement à moi où personne ne regardait à travers moi ou ne me blâmait d'exister. J'ai arrêté de rentrer pour les petites fêtes, seulement Noël et Pâques, et j'arrivais tard pour repartir tôt. Jeanne a commencé à amener des petits amis à ses rassemblements, une série d'hommes interchangeables qui semblaient assez gentils. Elle riait et plaisantait avec eux, une version d'elle-même que je reconnaissais à peine. Maman m'installait au bout de la table, aussi loin de Jeanne que possible. Papa essayait de m'inclure dans les conversations, mais l'effort était forcé. Tante Béatrice, la sœur de maman, mettait toujours un point d'honneur à me serrer dans ses bras et à me demander des nouvelles de mon travail, bien que la pitié dans ses yeux fût presque pire que la froideur de maman. Papa avait essayé de jouer les médiateurs au début, mais l'amertume de maman était une marée qui finissait par emporter tout le monde. Il a cessé de me défendre vers le moment où Jeanne a commencé la kiné. C'était plus facile pour lui, je pense, d'avoir une fille au lieu de 2. Je suis resté à Lyon après mes études, travaillant comme analyste financière. Je visitais la maison 2 fois par an, assise au bout de la table, pendant que Jeanne tenait la cour sur son travail de directrice marketing ou son petit ami parfait, Thomas. Maman me servait en dernier, presque comme une arrière-pensée. Papa faisait la conversation sur la météo. Quand l'invitation au mariage de Jeanne est arrivée, je l'ai fixée pendant 3 jours avant de l'ouvrir. Mon nom était listé seul. La cérémonie aurait lieu dans notre ville natale d'Annecy, dans l'église où nous avions toutes deux été baptisés. J'ai posé des congés, sachant que je regretterais d'y aller, mais incapable de m'expliquer pourquoi je ne pouvais pas simplement l'ignorer. Le dossier d'invitation était élaboré, papier épais, dorure, carte de réponse prétimbrée. Tout criait le luxe et la planification minutieuse. Jeanne avait toujours eu le souci du détail.
Sa chambre d'enfant était méticuleusement organisée. Thomas semblait être un bon parti pour elle. Je l'avais rencontré une fois brièvement lors d'un dîner de famille 18 mois plus tôt. Il était ingénieur civil, stable et calme. Il avait essayé de m'inclure dans la conversation ce soir-là, m'interrogeant sur la finance. Jeanne avait détourné la discussion en quelques minutes, mais j'avais apprécié la tentative. J'ai envoyé un SMS à Jeanne, bien reçu l'invitation. « Tu es sûr de vouloir que je vienne ?» Elle a répondu 6 heures plus tard, « Maman insiste pour garder les apparences. »« Tu es invité. »« Pas de oui, je veux que tu sois là. » Juste une déclaration sur les apparences. J'aurais dû reconnaître l'avertissement. J'ai passé une semaine à débattre avant d'accepter. Une partie de moi espérait que le mariage serait un tournant. Les mariages sont censés être des nouveaux départs, non? La recherche de la robe a été une épreuve. Jeanne avait envoyé ses 3 options de couleurs avec des instructions strictes. Rien de trop formel, rien de trop décontracté, rien de vif. J'ai fait 5 magasins avant de trouver la robe bleu marine. Le vol vers Annecy, ou plutôt Genève, puis la route, fut court. J'avais réservé une chambre d'hôtel plutôt que de rester chez mes parents. L'excuse était la commodité, la réalité était que je ne pouvais pas supporter de dormir sous le même toit que le mépris de maman. Je suis arrivé 2 jours avant le dîner de la veille. Le temps s'étirait. Je travaillais à distance depuis l'hôtel. Le jour du dîner, j'ai changé de tenue 3 fois. Trop tôt et j'aurais l'air désespéré, trop tard et je semblerais irrespectueuse. Je visais l'heure exacte et j'ai réussi à entrer dans le parking du domaine de Montclair à 18 heures précises. La liste des invités comprenait 60 personnes. Famille élargie, amis proches, la famille de Thomas venue de Grenoble. Je reconnaissais la plupart des visages. Tante Béatrice m'a fait un signe nerveux. Mon cousin Maxime a fait semblant de ne pas me voir. Stéphanie, la colocataire de fac de Jeanne, m'a fait un sourire crispé. J'ai trouvé ma place assignée à une table près des cuisines, loin de la table d'honneur. Le placement semblait délibéré. Un couple que je ne connaissais pas s'est assis à côté de moi, se présentant comme l'oncle et la tante de Thomas, Georges et Linda. Ils étaient gentils, ignorant la dynamique familiale. « Vous êtes du côté de la mariée ou du marié ?» a demandé Georges joyeusement. « De la mariée » ai-je dit. « Je suis la sœur de Jeanne. » Le visage de Linda s'est illuminé. « Oh, comme c'est merveilleux. Jeanne est adorable. Vous devez être si fier d'elle. » J'ai réussi à sourire. « Et que faites-vous » a demandé Linda. « Je suis analyste financière à Lyon. » Nous avons discuté agréablement pendant les entrées. Le lieu était vraiment magnifique. Les grandes fenêtres mettaient en valeur le lac reflétant le soleil couchant. Jeanne avait bon goût, et Thomas avait apparemment les moyens de le satisfaire. Je me demandais combien tout cela coûtait. Je n'avais rien contribué. Bien sûr, je n'étais pas demoiselle d'honneur. Jeanne en avait 5, toutes des amies. Sa témoin était Stéphanie. J'avais vu les photos de leur enterrement de vie de jeune fille sur les réseaux sociaux. Le dîner a commencé. Le père de Thomas s'est levé pour porter un toast. Il a raconté comment Thomas l'avait appelé après le premier rendez-vous pour dire qu'il avait rencontré sa future femme. Les invités ont ri et applaudi. Jeanne a rougi, s'appuyant contre Thomas. Ils avaient l'air heureux. Puis maman s'est levée. Elle n'était pas prévue pour parler avant le dessert. La salle s'est calmée. J'aimerais dire quelque chose tant que tout le monde est là, a commencé maman, la voix stable. Elle ne regardait pas Jeanne. Elle me regardait directement. Ma gorge s'est serrée. La plupart d'entre vous savent que notre famille a traversé des moments difficiles. Jeanne a surmonté une terrible tragédie à 19 ans. Un accident qui a mis fin à ses rêves de danse. La température dans la pièce a semblé chuter. Ce que beaucoup d'entre vous ignorent, c'est qui était responsable de cet accident. La voix de maman s'est durcie. Mon autre fille, assise juste là, conduisait la voiture ce soir-là. Elle a détruit l'avenir de Jeanne. Elle a volé tout ce pour quoi ma belle-fille avait travaillé. Je ne pouvais plus respirer. Je l'ai invitée ce soir parce que Jeanne a insisté, a dit maman avec une moue de dégoût. Mais je veux que tout le monde ici comprenne quelque chose. Elle est morte pour nous. Elle est morte pour nous depuis 13 ans. Quelqu'un a halté. Je crois que c'était tante Béatrice. La mère de Thomas avait l'air horrifiée.
Papa était figé. Je ne me souviens pas m'être levé. Je ne me souviens pas de la marche jusqu'au centre de la pièce. Mes jambes bougeaient en pilote automatique. Le visage de maman était rouge de triomphe. J'ai regardé Jeanne. Elle ne voulait toujours pas croiser mon regard. Alors j'ai regardé ma mère et j'ai posé la seule question qui comptait. De quelle couleur était le feu? Maman a cligné des yeux. Quoi? Le feu? Et j'ai répété plus fort. De quelle couleur était le feu tricolore quand nous sommes entrés dans l'intersection? La confusion sur son visage était presque comique. Ce n'est pas tu conduisais. Tu étais responsable. Le rapport de police dit que l'autre conducteur a grillé un feu rouge, ai-je dit. Ma voix semblait étrange, trop calme. Il roulait à 100 km/h dans une zone à 50. Son taux d'alcoolémie était le double de la limite légale. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient, mais j'ai réussi à ouvrir le PDF que je gardais depuis 13 ans. L'accident a été jugé de sa faute entière, ai-je continué. Il a fait 18 mois de prison. Son assurance a payé les frais médicaux de Jeanne. Tout cela est public. Maman a pâli. Tu conduisais quand même. J'étais sobre, ai-je dit. Mon test sanguin était complètement négatif. Jeanne était celle qui avait bu. C'est la raison pour laquelle je conduisais. Elle m'a donné ses clés parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas prendre le volant. Je me suis tourné vers la salle. 60 visages me fixaient. J'avais 17 ans, ai-je dit. J'ai tout fait correctement. J'étais celle qui ne buvait pas. J'ai respecté le code de la route. Le feu était vert. Un chauffard ivre a grillé un rouge et nous a percutés du côté de Jeanne. C'était une tragédie. Ce n'était pas ma faute. Le silence qui a suivi était lourd. Tu ne m'as jamais demandé ce qui s'était passé, ai-je dit à maman. Tu as vu les blessures de Jeanne et décidé que j'étais coupable. Tu m'as fait reporter mes études. Tu m'as traité comme une criminelle. Tu m'as effacé des photos de famille. Tante Béatrice pleurait ouvertement. Je suis restée silencieuse parce que je pensais que peut-être je le méritais. J'ai passé 13 ans à me demander si j'aurais pu faire quelque chose différemment. Ma voix s'est brisée. Mais j'avais 17 ans, maman. J'étais ta fille. J'étais blessé aussi. J'avais besoin de toi et tu m'as abandonné. Parce qu'il était plus facile d'avoir quelqu'un à blâmer. Jeanne pleurait. Je suis venu ce soir parce que j'espérais que le temps avait passé, ai-je dit. Mais au lieu de ça, tu as décidé de m'humilier. J'ai pris mon sac. J'ai fini, ai-je dit. J'ai fini de m'excuser pour quelque chose qui n'était pas de ma faute. J'ai fini d'être le fantôme à votre table. J'ai regardé Jeanne une dernière fois. Je suis désolé que tu aies été blessé. Je le suis chaque jour. Mais je ne suis pas désolé d'avoir survécu. Je me suis dirigé vers la sortie. Personne n'a essayé de m'arrêter. J'ai atteint ma voiture de location avant de trembler si fort que j'ai dû rester assise 20 minutes. Mon téléphone a commencé à vibrer. Tante Béatrice, cousin Maxime. Je l'ai éteint et suis rentré à l'hôtel. Le mariage était prévu le lendemain à 14 heures. Je n'avais pas l'intention d'y aller. J'ai mal dormi. Mon téléphone affichait 43 appels manqués le lendemain matin. 3 venaient de Jeanne. J'ai écouté son message vocal. C'est moi. Sa voix était épaisse. Je sais que tu ne viendras probablement pas. Je ne t'en veux pas. Je dois juste te dire. Je suis désolé. Je savais que ce n'était pas ta faute. Les médecins m'ont dit ce que disait le rapport de police. Mais maman était si en colère, et c'était plus facile de la laisser être en colère contre toi que contre moi pour avoir bu. J'ai été lâche. Il y eut une longue pause. Je t'ai laissé porter le chapeau parce que j'avais honte. J'ai ruiné ma propre vie en buvant et je t'ai remboursé en prétendant que tu n'existais pas. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais ce que maman a fait hier soir, c'était mal. J'aurais dû l'arrêter. Le message s'est terminé. Je suis restée assise longtemps. J'ai pensé à Jeanne à 19 ans, voyant ses rêves s'évaporer. J'ai pensé à la petite fille qui m'apprenait à tresser mes cheveux. Je ne suis pas allé au mariage, mais j'ai envoyé un SMS à Jeanne. J'accepte tes excuses. Je ne suis pas prête à te voir, mais peut-être un jour. Elle a répondu immédiatement.
Merci. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. 3 mois plus tard, Jeanne m'a appelé. Elle et Thomas étaient installés à Grenoble. Maman et papa allaient voir un thérapeute. 6 mois après, Jeanne a pris l'avion pour Lyon. Nous nous sommes retrouvés dans un café. Elle boitait légèrement. Nous avons parlé pendant 3 heures. La reconstruction a été lente. Maman et moi nous parlons peut-être 3 fois par an, des conversations prudentes. Papa essaie davantage, mais il y a une distance. Jeanne et moi nous parlons toutes les quelques semaines. Je suis devenue la marraine de leur fille née 2 ans après le mariage. Les cicatrices sont toujours là. Je me tends toujours aux intersections. Mais le poids est parti. Ce fardeau écrasant de culpabilité imméritée que j'ai porté de 17 à 30 ans. Je n'ai pas récupéré ma famille entièrement. Mais je me suis récupéré moi-même. La dernière fois que j'ai vu maman, elle m'a prise à part. Elle avait l'air vieillie. Je suis désolé, a-t-elle dit. J'avais tort sur tout. J'ai hoché la tête. Je sais. Peux-tu me pardonner? J'y ai réfléchi honnêtement. J'y travaille, ai-je finalement dit. Elle a pleuré. Je suis parti de ce rassemblement avec un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'espoir. Pas pour un retour en arrière, mais pour quelque chose de nouveau, construit sur la vérité. La vérité, j'ai appris, vaut plus qu'une fausse paix.